Histoire 1. Brittney White, 29 ans, s'était entièrement dévouée à sa profession de dresseuse d'orques dans un magnifique aquarium à Tenerife en cette paisible veille de Noël 2009. Depuis près de 5 ans, elle évoluait dans le monde de ces créatures merveilleuses, ayant commencé son parcours avec elle en 2004 et officiellement débuté l'art du dressage d'orques en 2006. C'était un travail qu'elle aimait, mais une pensée troublante avait récemment envahi son esprit. Les effets de sa profession devenaient évidents, et une atmosphère d'anxiété indéniable enveloppait ce qui avait autrefois été un refuge aquatique fiable. L'intuition de Brittney la mettait en garde contre un désastre imminent, une peur profondément enracinée qui hantait son esprit. Rétrospectivement, il était évident que cette crainte allait bien au-delà de l'intuition. Brittney était de plus en plus préoccupée par le comportement des orques, notamment celui de Keto, l'un des mâles dominants du groupe. Elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Comme l'a rapporté par la suite son petit ami, l'Europark abritait 4 orques exceptionnels. Keto et Tilikum, 2 mâles dangereux, ainsi que Kohana et Skylla, 2 femelles tout aussi remarquables. Brittney entretenait une connexion spéciale avec ces créatures merveilleuses. Ces 4 orques provenaient d'un aquarium participant au programme de reproduction en captivité à Orlando, aux États-Unis, avant d'être relogés dans leur maison actuelle à Tenerife. Cependant, leur captivité les avait laissés sans figure féminine dominante, un pilier de leadership sur lequel les orques sauvages s'appuient. En conséquence, ils étaient emprisonnés dans une zone de stress, impliqués dans des luttes de pouvoir pour la position sociale, et leur système de guidance se désintégrait. Les orques étaient de plus en plus agités et violents, submergés par la confusion et une sensation durable de malaise. Brittney avait méticuleusement documenté le comportement des orques dans ses carnets personnels au cours des mois précédant sa mort prématurée. Elle avait noté ses inquiétudes croissantes concernant leur mécontentement de plus en plus marqué et leurs relations agressives entre eux. Cependant, ces beaux animaux présentaient un comportement étrange qui dépassait leurs dynamiques internes. Brittney avait consigné un incident impliquant Keto et un autre dresseur nommé Brian Rokic le 2 septembre 2009. Selon Brian, c'était une mauvaise journée pour Keto. L'atmosphère de l'aquarium était loin d'être harmonieuse. Malgré ses craintes croissantes, Brittney White persista dans son travail et continua à dresser les orques, avec Noël approchant à grands pas et la pression supplémentaire de créer un nouveau spectacle pour l'occasion. Les tâches à accomplir étaient interminables. Brittney était épuisée, mais elle l'acceptait comme une partie inévitable de sa vie. Elle était consciente de la rareté de tels moments dans son monde exigeant, sachant que sa sécurité dans l'eau avec les orques dépendait de son repos et de son calme. Brittney commença sa session d'entraînement habituelle avec une orque spectaculaire nommée Keto peu avant 10h30 le 24 décembre 2009. Keto, un mâle de 14 ans, avait passé toute sa vie dans plusieurs endroits avant d'être transféré à l'aquarium de Tenerife. L'événement de Noël tant attendu n'était qu'à un jour et Brittney savait à quel point il était crucial de livrer une performance impeccable pour faire de cette soirée un moment inoubliable. La session débuta bien. Brittney devait se produire avec un autre dresseur ainsi que 5 autres dresseurs d'orques. Keto, le mâle orque, semblait être de bonne humeur, impatient de démontrer ses capacités et d'être récompensé par de savoureux poissons. Malgré leur excitation, les dresseurs restaient concentrés. Sachant que Keto préférait s'entraîner avec d'autres orques dans le bassin plutôt que de se produire seul. Chaque dresseur prit sa place assignée avant que la leçon ne commence. Brittney White rejoignit Keto dans l'eau et au début, Keto se comporta admirablement. Il obéissait aux ordres du dresseur et obtenait ses récompenses de bien méritées. Cependant, une légère tension se faisait sentir dans l'air. Un pressentiment que quelque chose d'inattendu pourrait se produire. Keto, bien que docile en apparence, semblait observer son environnement avec une intensité inhabituelle, comme s'il évaluait les moindres mouvements autour de lui. Cette atmosphère pesante ne fit que renforcer la vigilance des dresseurs, qui savaient que la moindre distraction pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Brittney, cependant, fit une petite erreur lors de l'exécution d'un spy-hop. Une manœuvre spectaculaire et intrigante où le dresseur se tient debout sur la pointe du bec de l'orque alors qu'il émerge de l'eau. Brittney perdit l'équilibre et tomba dans l'eau lorsque Keto atteignit la hauteur nécessaire, mais émergea de l'eau d'une manière étrange. Bien que la performance fût louable, elle ne répondait pas aux critères pour une récompense. Brittney opta alors pour la méthode LRS, qui signifie Least Reinforcing Scenario, scénario de renforcement minimal.
elle établit un contact visuel direct avec Keto, suivi d'une brève pause, démontrant que malgré l'échec, Keto pourrait encore recevoir une récompense s'il restait calme. Cette approche permet à Keto de comprendre que la récompense n'est pas complètement exclue, mais qu'il doit faire preuve de patience et de calme pour l'obtenir. Britney revint sur la scène après avoir observé le calme de Keto et lui offrit une boule de neige en glace. Encouragée, elle réessaya le spy hop. Cependant, la situation se répéta. Keto atteignit la hauteur adéquate mais se tordit à nouveau. Britney utilisa à nouveau la méthode LRS. Un autre dresseur arriva, donna quelques poissons à Keto, puis le renvoya à Britney pour reprendre la session d'entraînement. Britney s'accrocha au rostre de Keto alors qu'il plongeait sous la surface, se dirigeant vers la Seine. Alors qu'ils émergèrent de l'eau, une légère secousse fit vaciller Britney, mais elle resta déterminée à finir l'exercice correctement. Cela semblait être une manœuvre typique au départ, mais le dresseur n'avait aucune idée que la catastrophe était imminente. Britney fut entraînée plus profondément et plus près du fond de la piscine alors que Keto s'éloignait de la trajectoire prévue, une plongée inhabituelle et effrayante. Reconnaissant le danger, le dresseur lâcha la baleine et nagea vers la surface, refaisant surface pour offrir à Keto un autre LRS. Au lieu de se soumettre, Keto adopta un geste de rébellion en se plaçant entre Britney et la Seine, affichant dès lors les premiers signes d'hostilité. Ce geste courageux marqua le début d'une confrontation inévitable. Reconnaissant le risque, Brian Rokic intervint pour désamorcer la situation. Rokic conseilla à Britney de nager lentement vers la rampe menant aux bassins adjacents, signifiant sa sortie. Après avoir remarqué le manque de dévouement de Keto à maintenir le contrôle et le regard écarquillé de l'animal, les mouvements de Britney attirèrent l'attention de Keto, scellant ainsi son destin. Ce moment révéla la véritable intensité du danger, alors que chaque geste de Britney amplifiait la menace. L'orque se mit à nager frénétiquement vers la jeune dresseuse. Lorsqu'il atteignit Britney, il la saisit par la jambe et l'entraîna dans la piscine. L'obéissance semblait être atteinte brièvement lorsque Keto émergea pour respirer. Cependant, la bête replongea une fois de plus, poursuivant obstinément Britney. Keto propulsa Britney autour de l'eau avant de refaire surface, portant le corps sans vie de la dresseuse sur son rostre. Finalement, l'orque nagea vers le bassin arrière vide. Cependant, lorsque les dresseurs tentèrent de fermer la porte, Keto fit brusquement demi-tour, enfonçant sa tête pour empêcher la fermeture. Pour rediriger l'orque et sécuriser la porte, un autre filet fut nécessaire. L'agression était terminée, mais Britney White manquait toujours à l'appel. Elle ne refaisait toujours pas surface, une inquiétude persistante s'installait. Brian Rokic plongea héroïquement dans l'eau jusqu'au fond du bassin pour tenter de sauver Britney. Malgré les tentatives des secouristes, à leur arrivée, il était malheureusement trop tard. La mort de Britney White ne fut pas sans controverse. L'aquarium traita sa mort comme un malheureux accident. Cependant, diverses incohérences remettent en question cette version. L'attaque eut lieu vers 10h25, mais l'annonce officielle de la mort de Britney ne fut faite qu'à 11h35, laissant amplement le temps de façonner une version des faits. De plus, le sang qui coulait des oreilles, du nez et des yeux de la jeune femme, un indicateur sans équivoque d'une hémorragie interne, fut soigneusement exclu des premiers rapports. Une telle hémorragie contredit l'image d'un simple cas de noyade véhiculé par de nombreux aquariums. L'autopsie officielle révéla la vérité sur la mort de Britney, offrant un tableau vif d'une fin terrible. Ces blessures comprenaient plusieurs coupures et contusions, des poumons effondrés, des côtes et un sternum fracturé, un foie lacéré, des dommages étendus à des organes vitaux et des perforations compatibles avec des dents d'orque. Cela soulève des questions troublantes sur ce qui s'est réellement passé dans cet aquarium ce jour-là. Pourquoi les détails cruciaux concernant ces blessures ont-ils été omis ? Était-ce pour protéger l'image de l'aquarium pour éviter de ternir leur réputation déjà fragile face aux critiques sur le traitement des animaux en captivité? Des questions demeurent. Histoire 2. L'histoire de Henry Boris commence avec un voyage palpitant de Rotterdam vers l'Australie, son esprit aventureux attiré par la beauté de ses plages immaculées. Dès son plus jeune âge, Henry repoussait courageusement ses limites, atteignant de nouveaux sommets sous la direction de son père. Adolescent, Henry découvrit sa passion pour la plongée sous-marine, révélant une aptitude exceptionnelle pour prendre des risques et maîtriser cet art. Sa fascination pour les profondeurs marines et son audace le conduisirent à explorer les océans avec une détermination sans pareille. L'avenir d'Henry en tant qu'aventurier et explorateur commença à se dessiner lorsqu'il reçut un Aquila, une nouvelle technologie révolutionnaire qui lui permettait de respirer sous l'eau avec une liberté inégalée. Un dimanche apparemment ordinaire devint le cadre d'une aventure de plongée extraordinaire sur l'île Lady Julia Percy, à environ 22 km de Port Fairy. Cette île, résultat de millions d'années d'activité volcanique, captivait les sens avec sa splendeur époustouflante.
L'île abritait également l'une des plus grandes colonies reproductrices de phoques à fourrure d'Australie, attirant de puissants prédateurs marins tels que les épaulards. La présence de ces énormes orques blanches rappelait aux plongeurs l'importance de prendre en compte l'heure de la journée et la position du soleil lors de la plongée dans ces eaux. Les eaux environnantes, riches en vie marine, recelaient la possibilité terrifiante d'une rencontre avec ces orques gigantesques, mettant en lumière combien il est crucial de rester vigilant et conscient des risques liés à ces prédateurs marins. Avec environ 27 000 phoques vivant sur l'île, Henry et ses collègues arrivèrent sur l'île le souffle court, impatients de plonger. Henry enfila une combinaison noire élégante avec des rayures jaunes frappantes, préparant méthodiquement son équipement photographique. Il espérait capturer la majesté des grands phoques qu'il avait vus plus tôt. Juste avant de plonger, ses oreilles captèrent des bribes d'une histoire terrifiante racontée par ses camarades. Les habitants, rassemblés au bord de l'eau, racontaient des histoires sur Big Ben, un orque blanc féroce. Des rumeurs circulaient sur sa taille gigantesque, atteignant une longueur stupéfiante de 20 pieds. Malgré ses réticences, Henry et ses amis furent captivés par la légende effrayante. Elle retint leur attention et les poussa à en parler même alors qu'ils se préparaient à entrer dans l'eau. Henry, indifférent aux risques potentiels évoqués par ce récit opportun, ne se doutait pas que cet incident changerait à jamais le cours de sa vie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette légende, autrefois perçue comme une simple histoire, se transformerait en une réalité terrifiante et inattendue. L'ombre de Big Ben se profilait, prête à faire de cette journée une expérience inoubliable et marquante. Il entra dans l'eau vers 12h45, serrant fermement sa caméra, impatient de contribuer à sa collection de photos sous-marines. Henry refit surface vers 13h15, satisfait du film sans incident qu'il venait de tourner lors de sa plongée en solo. Il invita alors ses amis, Dietrich et Fred, à le rejoindre pour une autre plongée. Les trois hommes plongèrent ensemble et tombèrent sur des phoques espiègles jouant dans les vagues. Henry commença à filmer un grand phoque et son harem, mais les vagues furieuses rendaient difficile la concentration sur les animaux. Un coup puissant le secoua soudainement et Henry, effrayé, réalisa immédiatement que sa jambe était coincée entre les mâchoires d'un orque blanc colossal. Sa bouche se remplit d'eau salée, étouffant ses appels à l'aide alors qu'il essayait désespérément de crier. Sa vie défilant devant ses yeux, Henry se retrouva face à la perspective terrifiante de devenir une autre victime dans la liste croissante des attaques d'orques. Dietrich et Fred, qui nageaient à proximité, furent surpris par l'agitation et se retournèrent pour voir Henry pris dans les mâchoires gigantesques de l'orque blanche. La terreur les saisit un instant alors qu'ils voyaient la jambe blessée d'Henry sortir de l'eau. Reconnaissant la gravité de la situation, ils réalisèrent qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Les deux baigneurs se jetèrent à l'eau, nageant rapidement vers Henry avec des fusils harpons. Excités et déterminés, ils se précipitèrent vers l'orque, d'abord sans tirer, espérant l'effrayer et la dissuader de continuer son attaque. Cependant, le puissant prédateur ne montra aucune crainte, s'acharnant avec une intensité redoutable sur un Henry toujours aussi impuissant. Dans un retournement de situation inattendu, Henry disparut sous la surface, entraîné par l'orque dans les profondeurs de l'océan. Sa vue se brouilla alors qu'il luttait vaillamment pour rester conscient, combattant une douleur atroce et une fatigue écrasante. Dietrich et Fred, qui le suivirent de près, se précipitèrent vers l'orque avant qu'elle ne prenne trop d'avance. Avec une détermination féroce, ils parvinrent à infliger plusieurs blessures à l'orque grâce à des coups de harpon bien ciblés. Chaque impact fit reculer la créature, la douleur la poussant à se détacher d'Henry. Grâce à leur intervention courageuse, Henry eut enfin la chance de se libérer et de remonter à la surface, où il put respirer l'air frais de la liberté retrouvée. Henry fut transporté en sécurité dans le bateau, où il reçut rapidement les premiers soins pour ses blessures horribles. Il fut immédiatement conduit au bloc opératoire où les médecins travaillèrent sans relâche pour sauver son corps meurtri, oscillant dangereusement entre la vie et la mort. Ils recousirent les chairs déchirées et réparèrent les os brisés avec une persistance inébranlable, espérant préserver sa vie. Contre toute attente, Henry défia le destin et survécut à cette terrible attaque, malgré des signes vitaux dangereusement instables. Après de longs traitements médicaux et un processus de récupération difficile, Henry émergea de cette expérience traumatisante avec plus qu'une simple appréciation de la vie. Elle fit naître en lui une volonté inébranlable de continuer à explorer l'océan malgré les séquelles psychologiques persistantes. Lorsqu'on entend parler de sa détermination, cela devient un monument à l'incroyable endurance de l'esprit humain.
L'expérience horrifique de Henry Boris rappelle de manière frappante que l'eau, avec toutes ses merveilles et ses joies, nécessite une extrême prudence alors que nous parcourons les vastes et complexes voies navigables de notre monde. Son histoire incroyable sert de rappel poignant de l'importance de traiter ce domaine avec un respect inébranlable et une considération immense pour les espèces impressionnantes qui y vivent. Nous devons toujours rester vigilants et conscients des dangers potentiels qui peuvent surgir, même dans les moments les plus inattendus, pour garantir notre sécurité et celle de notre environnement. Histoire 3. Bruce Corby et Andrew Carter, deux amis courageux dans la vingtaine, ont profité d'un samedi ensoleillé pour se lancer dans une expédition de surf palpitante. Ils se sont rendus à Nahoon Reef, un célèbre spot de surf dans le Cap oriental, réputé pour accueillir d'importantes compétitions internationales. Les vagues à Nahoon Reef étaient spectaculaires, mettant au défi même les surfeurs les plus expérimentés. Lorsque Bruce et Andrew sont arrivés sur place, ils ont déchargé leurs planches de surf du toit de leur voiture et ont contemplé l'immensité de la mer sous un ciel bleu éclatant. Le soleil d'hiver illuminait la surface de l'eau et la température de l'air était agréablement douce à 24 degrés Celsius. Une brise calme accompagnait les vagues qui atteignaient plus de 2 mètres de hauteur. Le doux murmure du vent, combiné au bruit des vagues, créait une atmosphère apaisante. Ces conditions idéales avaient déjà attiré quelques surfeurs impatients, prêts à dompter les vagues avec une maîtrise symphonique, glissant gracieusement sur l'écume. Bruce et Andrew ont attaché leur leash à leurs chevilles, prêts pour une aventure exaltante. Ils ont pagayé dans l'océan, à environ 200 mètres du rivage, juste au-delà des vagues rugissantes, où un récif immergé se trouvait à 2 à 4 mètres sous la surface de l'eau. Ils adoraient l'excitation de surfer vague après vague ensemble, savourant chaque instant partagé. Andrew, un surfeur compétent qui avait remporté des championnats en Afrique du Sud et en Europe, savourait pleinement l'adrénaline que procurait ce sport. Andrew a immédiatement ressenti un énorme choc derrière lui alors qu'ils étaient immergés dans le va-et-vient rythmique des vagues. Il comprit aussitôt qu'il avait rencontré une orque avant même de se retourner pour faire face à la source du bruit. En tournant la tête, il se retrouva face à face avec une orque massive de 4 mètres de long, dont la silhouette imposante semblait surgir des profondeurs de l'océan, accentuant le sentiment de terreur qui l'envahissait. Une panique indescriptible l'envahit alors que les dents gigantesques de la créature se refermaient sur ses jambes, déchirant la chair jusqu'à l'os en une seule morsure. Il se sentit totalement impuissant. Une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. La douleur fut temporairement absente pendant le pic d'adrénaline, submergé par la sensation écrasante des dents de l'orque enserrant toute sa jambe. Les cris d'Andrew déchirèrent l'air alors qu'il luttait pour se libérer de l'emprise du prédateur. Il ne pouvait se débarrasser de l'impression que sa vie était sur le point de se terminer, tandis que la mer se teintait de rouge écarlate, plongée dans le chaos. Un autre surfeur, qui se trouvait à proximité, devint le témoin de cette scène tragique et, pris de panique, abandonna Andrew pour pagayer précipitamment vers la rive dans une tentative désespérée de sauver sa propre vie. Malgré l'assaut implacable de l'orque, Andrew s'accrocha à sa planche avec une ténacité inébranlable, refusant d'être entraîné sous l'eau. L'orque relâcha brièvement Andrew, lui permettant de tomber de la planche, mais le prédateur persistant le suivit de nouveau. Instinctivement, Andrew frappa les dents de l'orque avec sa planche, ce qui provoqua une morsure furieuse de la créature, qui se mit à secouer violemment sa tête gigantesque de part en part. Conscient de son sort, Andrew pagailla avec force, cherchant à mettre de la distance entre lui et l'orque, mais le rivage était encore loin. Il réalisa qu'il ne pouvait pas nager plus vite que l'orque, car la plage se trouvait encore à 200 mètres. Andrew se retrouva face à un choix cruel, saigner jusqu'à la mort avant d'atteindre la sécurité ou devenir la proie de l'orque. En jetant un coup d'œil derrière lui, il vit la gigantesque créature lâcher la planche et plonger sous la surface, sachant qu'elle était maintenant en chasse. Rassemblant toutes ses forces et son courage, il parvint à se hisser de nouveau sur sa planche. Chaque mouvement lui coûtait une énergie précieuse, mais l'instinct de survie l'emportait. Au loin, John Bourne, un autre surfeur, repéra la scène dramatique qui se déroulait sous ses yeux et, sans perdre une seconde, pagaya urgemment vers Andrew, conscient de la gravité de la situation. Au milieu des eaux rouge sang, John remarqua une vague approchant et la reconnut comme la seule chance d'Andrew. Il cria avec urgence à Andrew de chevaucher la vague pour se mettre en sécurité. Contre toute attente, la vague d'1,80 m emporta Andrew loin des mâchoires mortelles de l'orque, lui offrant un répit bienvenu. Andrew se concentra intensément sur chaque mouvement, suppliant intérieurement la vague de l'emporter encore plus rapidement vers le rivage.
La peur grandissait à chaque seconde, la sensation terrifiante de l'orque se rapprochant ne le quittait pas. Sa jambe, à peine maintenue par un fil, lui rappelait à quel point il était vulnérable. Malgré l'envie de jeter un coup d'œil en arrière, il savait qu'un seul regard pourrait déclencher une panique irréversible. 2 baigneurs accoururent à son secours et le traînèrent sur le sable. Ils le déposèrent doucement et déchirèrent rapidement un morceau de leur vêtement pour fabriquer un garrot de fortune qu'ils enroulèrent fermement autour de ses jambes meurtries. Sa jambe entière avait été pratiquement sectionnée de la hanche au pied par la morsure de l'orque, seuls quelques centimètres de peau la maintenant encore attachée. L'obscurité envahit son esprit alors que sa vision se troublait, la prise de la vie se relâchant peu à peu. Andrew se laissa envelopper par la sérénité et la tranquillité qui l'entouraient, acceptant l'étreinte imminente de la mort. Ses dernières pensées furent remplies de souvenirs d'une vie vécue pleinement, d'amis précieux et de sa famille bien-aimée. Mais alors qu'il était sur le point d'accepter son destin, les ambulanciers arrivèrent et le transportèrent rapidement à l'hôpital, le sauvant des griffes de la mort. Bien que le combat d'Andrew ne soit pas terminé, il avait au moins échappé aux eaux dangereuses. L'orque, en revanche, n'avait pas encore accompli son sinistre dessein. La créature surgit immédiatement de l'eau après avoir attaqué Andrew, ciblant désormais son ami Bruce. Bruce poussa un cri perçant alors que l'énorme créature de 4 mètres saisit sa jambe, le tirant de sa planche de surf et l'entraînant dans les profondeurs impitoyables. Le coup lui coupa le souffle, le laissant haletant à la surface. Bruce se débattait désespérément pour atteindre la surface, mais la prise de l'orque sur sa jambe menaçait de l'écraser. La créature, implacable dans sa force et sa détermination, semblait vouloir l'entraîner dans les profondeurs pour ne jamais le laisser remonter. Chaque seconde qui passait faisait monter l'angoisse, le temps semblait s'étirer, alors que Bruce luttait contre la pression grandissante de l'eau et de la mâchoire qui lui broyait la jambe. Dans un élan de survie, il tenta de se libérer de cette emprise, mais la douleur était telle qu'elle paralysait presque tout son corps. Bruce parvint à se propulser en avant, émergeant finalement à la surface de l'eau où il respira avec reconnaissance sous le soleil vivifiant. Bien qu'il soit resté conscient pendant l'événement, Bruce succomba à une hémorragie massive en se penchant dans le parking, sombrant dans l'inconscience. Étonnamment, les ambulanciers le réanimèrent et le stabilisèrent quelques instants après son arrivée sur la rive, confirmant sa survie avant de l'emmener à l'hôpital le plus proche. Bruce fut immédiatement transporté à l'hôpital après l'attaque, entamant un difficile processus de rétablissement d'1 an au cours duquel il apprit à s'adapter à des prothèses, lui permettant de marcher à nouveau. Suite à cette expérience terrifiante, Andrew chercha refuge au Royaume-Uni, espérant échapper aux souvenirs troublants qui le hantaient. Malgré les préoccupations des médecins concernant sa mobilité future, Andrew dépassa les attentes en retrouvant sa capacité à marcher et en reprenant sa passion pour le surf sur la côte sud-ouest de la Grande-Bretagne. La planche de surf, ornée de traces de sang et d'une importante marque de morsure de cet épisode fatidique, est un symbole durable de la grande chance d'Andrew. Elle sert de rappel constant que, peu importe notre habileté dans l'eau et malgré toute notre expérience, nous pourrions toujours nous retrouver à la merci des orques, ces prédateurs marins redoutables, toujours positionnés en tant que proie potentielle.